partir du 23 juillet prochain, vont s'ouvrir à Tokyo, les Jeux Olympiques 2021. Durant un mois, des consultants vont reparler des faits historiques olympiques. Les plus coquins parleront de Néron, empereur romain, devenu champion olympique sur son char, alors qu'il était seul en piste. D'autres rappelleront la misogynie insupportable du créateur des Jeux olympiques modernes, Pierre de Coubertin. Et puis la fourberie de Stella Walsh, titrée chez les femmes en 1936, dont on découvre à sa mort qu'elle était un homme. Et oui. Et puis, vu que c'est tendance Black Lives Matter ces jours-ci, vous entendrez forcément parler des colères noires de John Carlos et Tommie Smith en 1968, du triomphe pieds nus de l'Éthiopien Abebe Bikila en 1960, peut-être aussi de l'insoutenable légèreté de Bob Beamon, alias l'homme volant, et puis de la comète Jesse Owens, de sa majesté Carl Lewis, et puis les autres grands, les Atopek, Naomi Phelps. Et quand on parle de Phelps, forcément de son légendaire prédécesseur, Mark Spitz. Le monde fut ébloui donc par Mark Spitz au JO de 1972, avant d'être choqué par la prise d'otage de la délégation israélienne par le groupe palestinien Septembre Noir. Mais en 1972, les JO ont connu une autre déflagration. Une énorme déflagration qui vient d'Ouganda, qui vient d'Afrique, que l'Afrique a oublié. Et pourtant, dans 10 jours à Tokyo, des centaines d'athlètes vont rendre hommage à ce visage venu d'Ouganda, la plupart du temps à leur propre insu. Et vous allez comprendre pourquoi. Éphéméride africaine, pas mon papa. Oh, Namakamboe. Naina Makamboe. Murupara Kileva Juliba Lutua. John Akibwa est sorti de nulle part pour rentrer brutalement dans l'histoire de l'athlétisme et de l'olympisme en décrochant l'or olympique sur 400 mètres haies en 1972. Sorti de nulle part? Non, pas vraiment. Il vient d'un petit village du nord de l'Ouganda où il grandit parmi les 42 enfants nés des 8 femmes de son père. L'athlétisme, c'est son frère, le triple sauteur Daniel Ogwang, qui prit part aux Jeux Olympiques de 1956 à Melbourne, qui lui fait découvrir. Mais c'est sur les conseils de sa mère qu'il part tester son destin à la capitale, Kampala, où il s'engage dans la police. Il s'essaye à plusieurs sports, notamment le football et le volleyball, mais choisit finalement l'athlétisme, le 110 mètres haies, comme porte d'entrée vers la gloire sportive. Il y fait la connaissance de Malcolm Arnold, jeune entraîneur anglais recruté exprès pour les JO de Mexico de 1968. Dans des conditions difficiles, Arnold, surnommé Muzungu, personne à peau blanche en Swahili, va d'abord convaincre Akibwa de délaisser le 110 mètres haies pour courir plutôt sur le 400 mètres haies. John résiste, mais vu qu'il rate les minima pour les JO de 1968, se concentre alors sur le 400 mètres haies et se prépare pour 1972. Et durant 3 ans, Muzungu va polir lentement son diamant brut. Ce dernier approche déjà le record du monde en 1971, même si personne ne le prend au sérieux. On parle de chrono bidonné, folklorique. Et oui, qui pourrait courir aussi vite sur une piste de terre rouge et avec des mauvaises pointes. John, évidemment. John arrive au JO et à la surprise générale, gagne sa série, puis sa demi-finale et pointe son nez dans une finale où tous les yeux sont logiquement braqués sur David Emery, champion olympique en titre et recordman du monde. « 2 septembre 1972, jour de finale, stress maximal. John, couloir 1 du couloir de la mort, prend pourtant un départ canon et puis s'envole, sans jamais faiblir, franchit seul la ligne d'arrivée, bien avant tout le monde. Il a fait une Usain Bolt, dirait-on aujourd'hui, 47 secondes 82. Nouveau record du monde qui fait de lui le premier homme sur Terre sous les 48 secondes. Un chrono qui repousse les frontières du possible et un chrono qui lui aurait encore assuré un podium, figurez-vous, lors des Jeux Olympiques de 2016. Un exploit majeur donc, au même titre que les Bob Beamon, les Mike Powell et les Usain Bolt. Lui, l'outsider, vient de placer l'Ouganda sur la carte et trop heureux de son coup, il ne peut s'arrêter. Il continue sa course, il saute les haies, salue une foule plus que stupéfaite, mais contente. Contente pour lui. Il fait 1,
puis 2 tours de piste, sans s'arrêter. Et sans le savoir, il vient d'inventer ce que l'on appelle aujourd'hui le tour d'honneur. Et oui, c'est lui, un Africain, qui fut le premier homme sur Terre à faire un tour d'honneur pour célébrer sa victoire dans toute l'histoire de l'athlétisme. Et donc logiquement, chaque fois qu'un athlète fait un tour d'honneur, aujourd'hui, on pourrait ou on devrait dire qu'il a fait une Akibwa. Ce n'est pas si compliqué et pourtant, aucun des consultants de Tokyo ne le dira. Pourquoi ? Eh bien, quoi qu'il en soit, lui, le premier champion olympique de son pays, est accueilli chez lui avec les honneurs. Mais il rentre seul, sans Muzungu, son entraîneur, qui a peur d'un certain Idi Amin Dada, dictateur fou au pouvoir en Ouganda depuis 1971. Akibwa est désormais si populaire qu'il suscite même de la jalousie chez son président. Et sans son entraîneur, Akibwa gagne lors des compétitions suivantes, mais ses chronos stagnent. Arrivent alors les JO de Montréal en 1976, boycottés par 22 pays africains pour dénoncer la présence de la Nouvelle-Zélande, coupable de faire copain-copain avec l'Afrique du Sud sous apartheid. Akibwa ne peut donc défendre son titre. S'ensuivent déprimes, alcoolisme, excès de tout genre, descente aux enfers, puis fuite vers la Tanzanie à la suite de la chute du dictateur fou en 1979. Il atterrit dans un camp de réfugiés dans lequel il est filmé par hasard dans un documentaire de la BBC. Son ancien sponsor le voit et le sort de là. Il retrouve la course mais il est fini, sans entraînement depuis des années. Et donc il se retire comme entraîneur des athlètes de son pays. Akibwa, couvert d'or à 23 ans seulement, est décédé en 1997 à seulement 47 ans. Il aura été la seule médaille olympique de l'Ouganda, son pays, jusqu'en, tenez-vous bien, 2012. Et pourtant, il a été oublié. Combien en aurait-il gagné de médailles ? Combien en aurait-il fait sans la tragédie Idi Amin Dada ? Mon cliché africain du jour, c'est celui selon lequel les Africains ne doivent leurs exploits sportifs qu'à leur génétique. Des os plus durs, dit-on, des chevilles plus grosses, des bras plus longs, etc. Stupide évidemment et surtout injuste. Injuste quand on sait que John Akibwa, lui, a travaillé dur en préparation des JO de 1972. Dans les conditions extrêmes, entre décembre et avril 1972, il s'est imposé un cross-country tous les jours. Puis à partir de mai 1972, des sessions de 1000 mètres haies avec un gilet de 10 kg sur le dos, sur une piste de terre rouge et avec la même paire de chaussures durant 3 ans. La même qu'il aura utilisée pendant la course au JO. Sa médaille était donc méritée grâce à ses efforts et pas seulement qu'à sa génétique. Et ses exploits aux Jeux Olympiques, un gamin de 17 ans qui rêvait alors de devenir ingénieur, les a regardés en boucle depuis son canapé chez lui en Amérique. Et cela a changé sa vie. Ce gamin, Edwin Moses, est devenu depuis le plus grand spécialiste du 400 mètres haies de toute l'histoire. Et puis Edwin a fini par rencontrer son idole en 1979 et il a déclaré ceci, je cite, « J'ai le plus grand respect pour lui. Sans lui, je n'aurais pas fait cette carrière. Il est pour l'éternité une figure majeure de l'athlétisme. » Ça c'est l'Américain qui le dit, mais que disent les Africains ? Combien d'athlètes africains se sont préparés dans des conditions chaotiques pour Tokyo ? Combien ne vivent pas de leur métier, comme Akibwa ? Combien s'évanouiront dans la nature à Tokyo ? Combien vivent de tragédies dans leur pays qui les empêchent de se préparer ? Mais surtout, finalement, combien gagneront des médailles ? Combien feront un tour d'honneur ? Combien feront une Akibwa à Tokyo cet été ? Je vous laisse y réfléchir et je vous dis à très bientôt.